Vous écoutez Apérosexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Bon épisode! La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacune est invité à vivre sa sensualité librement, dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Et Camellia Sinensis, qui est une compagnie d'ici spécialisée dans le thé et la tisane, l'équipe des dégustateurs sélectionne directement chez les artisans producteurs. Depuis près de 25 ans, Camellia offre des thés de qualité et des ateliers aussi. En passant, ils ont le meilleur matcha. Vous avez le code promo APÉROSEXO15. Le lien vers les sites web de tous nos partenaires se retrouve dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello la gang! Aujourd'hui, je suis avec India Desjardins, autrice d'une quinzaine de livres, dont la série Le Journal de Rue de la Flamme, vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Félicitations pour ça, quand même. Hein? On te reçoit aujourd'hui pour parler de relations amoureuses malsaines, un sujet que tu explores notamment dans Mr. Big et dans ton tout récent essai À s'en arracher le cœur, une réflexion sur les filles, l'amour et la fiction. Au moment où on se parle, le livre n'est pas sorti, l'essai n'est pas sorti, mais ça s'en vient. Toi, tu l'as lu en primeur? Oui, je l'ai lu en primeur. La seule qui l'a lu hors de mon cercle. Ah ouais? Ouais. Puis c'est un essai sur lequel tu travailles depuis des années. Oui. C'est... Après Mr. Big, j'avais commencé une recherche. Puis là, j'avais envie d'écrire un livre que j'appelais le livre que j'ai trop peur d'écrire. OK. Ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait pas comme ça pour de vrai. Là. C'est devenu que ça s'appelait comme ça parce que j'avais trop peur de l'écrire. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, j'ai vu un article dans la presse qui disait que la violence conjugale augmentait beaucoup chez les ados. Puis ça m'a tellement fait de peine. Mm-hmm. Je me disais, mais pourquoi? Puis là, j'ai lu un autre article qui disait que la misogynie, il y avait une hausse de misogynie dans les écoles. Puis là, je me disais, je peux pas rien faire. Je peux pas rien faire. J'ai toute une recherche. J'ai un livre que j'ai trop peur d'écrire. Je vais écrire ce livre-là, mais je vais l'adapter pour un public plus jeune. Puis là, c'est un livre, tu l'as lu. Tu l'as lu monté, là. C'est tout illustré. C'est des petites bulles pop. Je l'ai fait un peu magazine. Donc, il y a comme toute ma réflexion que j'ai essayé de faire le plus vulgarisée possible. Une réflexion sur comment on représente les filles. Et plein de petits trucs pour repérer des comportements violents, malsains, tout ça, pour se rendre compte qu'on est dans une relation malsaine ou inégalitaire. Parce que à la base des relations malsaines ou de violence ou toxiques, peu importe comment on va dire ça, la base de tout ça, c'est une inégalité sociale. Qu'est-ce que tu as remarqué justement comme constat de comment les filles étaient représentées dans les séries, dans les films, qui veut pas ce qu'on voit? Il y a une façon d'apprendre par modèle aussi. On voit ça, on normalise ça aussi par la quantité de représentation qu'on voit, où il y a justement ce pattern-là d'inégalité, de misogynie. Qu'est-ce qui est ressorti justement dans toute ton analyse des films et des séries qui sont sortis dans les dernières années? Pas juste dans les dernières années. Hein. Moi, tu sais, j'analyse sur vraiment plusieurs années. Parce que, mettons, dans les dernières années, il y a quand même une petite amélioration. Mais on peut pas se fier juste sur les dernières années pour baser notre analyse parce que qu'est-ce qui a un impact? C'est le nombre de fois que quelque chose est répété. C'est pour ça qu'il ne faut pas analyser une œuvre individuellement. Il faut la mettre dans un contexte de qu'est-ce qui se répète. Donc, moi, ce que je remarque souvent, c'est qu'il va y avoir, dans une œuvre, il va y avoir beaucoup de gars, puis quelques filles ou juste une fille. Puis la fille, elle va être là pour une fonction qui aide le garçon. Ou dans sa quête à lui, qu'elle n'aura pas vraiment de quête. Quand tu vas regarder des filles, il y a ce qu'on appelle le test de Bechdel, qui est un test qui sert à voir est-ce que les filles se parlent ensemble. Donc, le test, c'est 3 choses. C'est est-ce qu'il y a au moins 2 personnages féminins? Déjà, ça, des fois, ça passe pas. Est-ce que les personnages ont un nom? Des fois, c'est là que ça... Puis, est-ce que les personnages se parlent ensemble d'autre chose que d'un homme? Donc,
si tu commences à regarder ça, ça va pas te dire si un film est féministe, là, tu sais, parce que de toute façon, c'est pas nécessaire que ce soit féministe, mais ça va te dire, ah ouais, il n'y a pas de filles qui parlent ensemble, finalement, dans ce film-là. Puis c'est là que tu vois que, finalement, comme fille, tu n'es pas nécessairement représentée ou tu n'es pas représentée comme un personnage actif. Tu es représentée comme un personnage que le héros va jeter son dévolu sur elle. Tu es représentée comme quelqu'un qui n'a pas vraiment d'identité propre ou de quête propre. Ou si ta quête est seulement de trouver l'amour, là. Fait que s'il y a une quête, ça va être en majorité celle-là. Exactement. Donc, si ta quête, c'est seulement de trouver l'amour, bien là, tu vas penser que... Pas tu vas penser, parce que c'est pas direct, là. C'est pas, OK, je vois une fille qui cherche l'amour, moi, je veux chercher l'amour. Mais c'est à force d'être répété, des stéréotypes répétés comme ça. À un moment donné, c'est sûr que ça influence un peu comment nous, on se perçoit comme, tu sais, dans le monde. Puis... Si, admettons, tu es habitué de voir depuis que tu es tout petit ou que tu es tout petite un homme dominant, sûr de lui, tout ça, et que c'est toujours l'homme dominant, sûr de lui, que le personnage féminin aime, puis que le personnage féminin, elle, ben, tu sais, finalement, elle n'a pas trop de place. Sa seule quête, c'est d'être amoureuse, se marier, avoir des enfants. Bien, à un moment donné, c'est sûr que ça a une petite influence sur comment on se perçoit. Tu sais, c'est sûr que là, mon idée est résumée à sa plus simple expression. Là, dans mon livre, j'explique un petit peu plus. Mais moi, je voulais savoir quand... Puis, tu sais, il n'y a pas seulement ça. Comment on parle des filles? Comment on parle des artistes féminines? Comment on parle, tu sais, on dit, mettons, des affaires de filles. C'est jamais positif quand on dit ça. Puis, tu sais, c'est rare qu'on va dire que quelque chose est poche parce que c'est une affaire de gars. Tu sais. Au contraire, les choses associées aux garçons sont un petit peu plus valorisées, sont un petit peu plus cool. Quand une fille va dire, mettons, « Ah, moi, je suis one of the boys », ça, c'est vraiment positif pour quelqu'un qui dit ça. Pourquoi? Pourquoi c'est positif d'être one of the boys? Tu les plus importants de la planète? Tu sais? Pourquoi on voit pas nécessairement le contraire, là, des gars dire hey, moi, je suis one of the girls. Puis ça serait mal vu si un homme disait ça aussi. Ça serait mal vu. Puis c'est dommage. Donc, il y a des choses qu'on associe au féminin qui est perçu un peu comme moins valorisé, des choses qu'on associe au masculin. C'est tout construit socialement, hein, parce que pourquoi quelque chose est associé au masculin, pourquoi quelque chose est associé au féminin. Puis, ben, les garçons, des fois, ils ont peur de dire qu'ils vont... Tu sais, comme moi, par exemple, Aurélie Laflamme. Il y a plein de garçons qui aimaient ça. Puis ils me le disaient, ils m'écrivaient des fois « Hey, j'aime ça, Aurélie Laflamme, mais j'ose pas le dire à mes amis, ils vont rire de moi. » Mais il y a personne qui a jamais dit ça de Amos d'Aragon, de Harry Potter. Il y a jamais personne qui a eu peur de dire qu'il aimait un personnage masculin. Mais parce que peut-être il y avait une fille sur la couverture, que les couleurs étaient comme très pop, puis moi, c'était très assumé. Hein? Mais je voulais vraiment que ce soit des couleurs très, très bonbons. Donc, mais moi, puis, tu sais, moi, j'ai moi-même participé à ça. Au début, là, il y avait tellement de personnages masculins dans le décor. De Aurélie Laflamme, tu veux dire? Quand j'ai écrit Aurélie Laflamme, là, avant d'écrire ça, ce qui était populaire, c'était vraiment des personnages masculins dans des mondes fantastiques, tout ça. Puis c'était vraiment juste ça. Puis là, moi, je suis arrivée avec un journal intime, tu sais, écrit par une fille. Puis là, je me disais, c'est des livres pour les filles. Puis là, je disais ça sans m'en rendre compte. Puis à un moment donné, il y a un petit gars qui est venu me voir au Salon du livre. Il dit hey, moi, je suis un gars, puis j'ai lu tes livres. Arrête de dire que c'est des livres de filles. Puis ça a vraiment fait partie de ma réflexion de pourquoi je dis ça. Pourquoi il n'y a jamais... Tu sais, pourquoi, mettons, un livre où le personnage est un garçon,
on va jamais dire c'est des livres de gars. On va jamais dire, tu sais, comme est-ce que les filles peuvent lire ça? Mais moi, Aurélie, j'ai des parents qui m'ont demandé est-ce que mon garçon peut le lire? Mais jamais on aurait demandé ça pour Amos d'Aragon. Est-ce que ma fille va être intéressée à ça? Puis à la limite, je trouve ça dommage pour les filles parce que ça nous catégorise dans une affaire, mais je trouve ça tellement plate pour les garçons parce que c'est comme si les garçons, ils se font enlever toute une partie de quelque chose qu'ils pourraient aimer eux aussi. Puis, donc, avec la socialisation, je veux dire, ça impacte là, quelqu'un que, tu sais, c'était plus un livre dans l'émotif, tout ce qui a un rapport aux émotions. Depuis toujours, les hommes se font dire de pas vivre des émotions. Hey, un homme qui écrit un journal intime, hey, c'est quand qu'on a entendu ça? Tu sais, quand que ça a été valorisé, que ça a été une fierté pratiquement? Bien, en fait, ça l'est parce que quand un gars va écrire un livre d'amour, avec des émotions, tout ça, c'est tout le temps... Oh mon Dieu! Quel homme sensible! Oui, aussi. Oui. Ça devient presque même des chefs-d'œuvre parce que c'est tellement plein d'humanité aux yeux des autres. Tandis que une fille qui écrit un livre sensible, plein d'émotions, ben c'est comme un peu la norme. Donc, tu sais, souvent, mettons, tu vas avoir un double standard aussi, comme, mettons, la comédie, tu sais. Une fille drôle, tu sais, ben là, maintenant, ça tend à changer, c'est ça. C'est le fun aussi. Mais, tu sais, il y a un double standard par rapport à l'humour féminin, l'humour masculin, comment c'est perçu, tout ça. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est important de réfléchir à comment on parle des filles, comment on parle de soi-même. Moi, mon constat, après mes recherches, c'est que la façon dont on parle des filles, puis ça peut autant être des artistes que des personnages de fiction, comment on est représenté. Moi, je pense que ça a un impact sur comment on se perçoit dans la société. Ça peut avoir un impact sur notre estime de soi aussi. Parce que, tu sais, mettons, là, tu regardes, tu sais, j'ai écouté un documentaire là, sur Britney Spears, comment elle était décrite par les médias, puis quand tu la compares à plein d'artistes garçons pop de l'époque. Puis ça avait aucun bon sens comment on la sexualisait, comment on parlait, on voulait absolument savoir si elle était vierge, tout ça. On lui parlait de sa sexualité. Puis elle, des fois, elle avait envie de pleurer à l'écran. Puis t'avais pas nécessairement ça chez des artistes équivalents masculins, qui étaient eux aussi, tu sais, comme on pourrait dire, dans leur danse et tout ça, on pourrait dire qu'il y a un certain côté sexuel aussi, mais c'était jamais souligné, c'était pas... Puis ça, tu sais, ça vient avec des fois quand tu es une fille, puis que là, tu vas triper sur une artiste fille, avec une espèce de honte d'aimer ça. Puis là, tu vas le cacher. Moi, des fois, je vais dans des conférences, dans des écoles, puis là, je leur parle de ça. Puis je leur dis que moi, là, quand j'étais petite, des fois, je cachais que j'aimais la petite sirène parce que j'avais peur d'être jugée, puis tout ça. Puis les filles me disent, ben moi, je cache que j'aime la petite sirène, Taylor Swift. Là, maintenant, Taylor Swift, elle a passé à un niveau que c'est correct de l'aimer. Oui, c'est rendu correct. Oui. Mais il y en a d'autres, là, des jeunes artistes pop, que là, eux autres, ils ont pris le rang de c'est pas correct de l'aimer parce que c'est quétaine ou whatever. Puis je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que ça a vraiment un impact sur comment on perçoit sa place dans le monde. Puis j'ai l'impression que ça impacte aussi tellement la façon dont on rentre en relation amoureuse. Moi qui étais en relation amoureuse pendant 8 ans, de mes 12 ans à comme mes 20 ans à peu près, ça a été une période immense dans une vie, là, de se découvrir de façon identitaire. Puis, avec un recul, je me rendais compte que j'étais avec quelqu'un qui était très ambitieux, qui passait sa carrière avant tout, oui, même à ce jeune âge-là, qui était vraiment, qui incarnait tous les stéréotypes masculins de quelqu'un qui veut performer. Puis, dans cette relation-là, je me suis toujours retrouvée dans l'ombre. Et quand cette relation-là s'est terminée, même si c'était une relation saine, même si j'étais bien dans cette relation-là, je suis ressortie de ça et je me suis découvert. Parce que dans mon dating, je me rendais compte que je recherchais toutes ces espèces de traits que je trouvais tellement valorisés, tellement hot, et j'ai commencé à les incarner moi-même. Et c'est tellement des traits qui étaient associés au masculin que je sentais que pendant longtemps, ils habitaient en moi, mais qui
je me permettais pas qu'il existe. Donc, justement, de passer ma carrière avant beaucoup de choses, mon ambition, ma détermination, vraiment des caractères plus masculins. Et je me sens tellement sur mon X depuis que j'incarne ces traits-là. Et je sens aussi que je peux intimider des hommes qui passent sur mon chemin par des traits qui ne sont pas généralement associés au féminin. Hey, c'est tellement beau ce que tu dis, là. Ça me donne des frissons, puis ça me fait réfléchir. Puis c'est ça qui est le fun dans des réflexions comme ça, parce que la réflexion est toujours en mouvance, c'est toujours en évolution. Puis tu mets le doigt sur quelque chose que je pense que j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais que c'est vrai que dans le fond, on va rechercher chez l'autre ce qu'on pense, qu'on peut pas incarner. Ça me donne des frissons. C'est vrai. C'est que dans le fond, tu cherches ça parce que tu veux ça, parce que dans le fond, toi, t'as ça. T'as ça qui veut éclore, mais tu te le permets pas, comme parce que t'as pas nécessairement de modèle. Exact, oui. Ah, wow, c'est puis, beau. Quand tu te rends compte que l'énergie que tu mets dans ta recherche de cette personne-là, puis que tu la projettes à l'extérieur, tu te rends compte que tu peux le retourner vers toi. Puis quand j'ai mis mon énergie à incarner ces traits-là, au lieu d'aller chercher chez quelqu'un, je me suis sentie sincèrement revivre. Je me suis jamais sentie aussi bien par rapport à moi-même. Puis, veux pas, mon développement identitaire s'est beaucoup fait dans les derniers mois, années, parce que cette relation-là m'avait pas permis cette ouverture-là. Puis c'est pas sa faute à lui, là. Je veux dire, on était jeunes, on est rentrés dans une relation. Moi, toutes les représentations que je voyais dans les films, dans les séries, c'est une femme passive, une femme où les émotions vont l'emporter beaucoup, affective, tu sais, quelqu'un qui va être dans l'ombre de son partenaire. Puis moi, justement, d'être avec quelqu'un qui incarnait tous les traits masculins, je pouvais pas moi-même les incarner. Comme si, dans le fond, on apprend à admirer l'autre. Puis, tu sais, la fameuse phrase là, « Ah, derrière chaque grand homme... » Je déteste ça. Là. Ben oui, je comprends. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Puis la preuve, oui. OK? Je lisais même quelque chose là, sur Einstein, là, que... Tu sais, sa femme, elle avait participé à tous les travaux, mais elle n'était jamais nommée, tu sais. Donc, elle n'est pas derrière elle. Lui est à côté de lui. C'est juste que vous l'avez effacé. Puis je trouve ça beau. Puis je pense que c'est vrai aussi que parfois, oui, ça peut intimider. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, justement, à cause de la socialisation, qui est autant néfaste pour l'homme que pour la femme. Parce que lui, de devoir être, mettons, un pourvoyeur, d'être le dominant, d'être celui qui n'a jamais d'émotion, fort dans tout, ben c'est très contraignant. Et là, des fois, les hommes peuvent se chercher là-dedans quand ils arrivent avec, finalement, une fille qui est leur égale, puis qui ne cherche pas nécessairement de lui un protecteur. Puis là, pas tous les hommes, évidemment, il y en a plein, tu sais, au contraire, tu sais, qui... Puis, tu sais, moi, je veux mettre la lumière sur ces gars-là. Puis, tu sais, des fois, j'ai de la peine parce que, tu sais, on le sait, la mouvance des mouvements masculinistes. Puis, tu sais, des fois, là, je regarde ça, puis, tu sais, je regarde même, tu sais, comme toutes ces affaires-là avec les incels, puis je me disais, tu sais, c'est plate parce que ces gars-là, tu sais, mettons, là, ils seraient juste gentils, donc... Tu sais, je pense pas que les filles cherchent absolument quelqu'un qui va les dominer. Puis on a tout à se déconstruire, autant les filles que les garçons. On a à se déconstruire ces images-là qui nous rendent heureux ni un ni l'autre. Tu sais, regarde, tu dis que tu étais avec un super bon gars, puis tout ça, mais tu sais, toi-même, tu as eu à déconstruire un peu quelque chose à travers ça. Puis je pense que ça, c'est tout positif. Puis quand tu vas rencontrer quelqu'un, là, peut-être que, tu sais, comme tu dis, t'intimides des gens, les gens... Hey, moi, là, ça m'est déjà arrivé, là, un moment donné, j'étais dans le temps que j'étais jeune et célibataire, j'étais dans un bar, puis là, tu sais, c'était dans les gros moments de Aurélie Laflamme, là. Puis là, j'étais avec une gang d'amis, puis là, il y a un gars qui vient vers nous, puis tout ça, puis il nous pose des questions, puis là, à un moment donné, il me dit qu'il est libraire. Fait que là, je dis, moi, je suis autrice. Il dit, ouais, qu'est-ce que t'écris? Fait que là, je dis Aurélie Laflamme. Puis là, il se tourne. Et là, il dit, Aurélie Laflamme, ouais, ça pogne beaucoup, hein, ça.
Puis là, il se tourne vers une de mes hein? amies. Ouais. Puis juste avant ça, il était full intéressé à moi. Puis tout ça. Puis j'étais comme, tu sais. Puis, mais moi, je pense que le succès des femmes peut intimider les hommes. Moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que dans le monde des adultes, dans le monde des grands, maintenant, d'avoir une compagnie puis de dealer avec... Honnêtement, moi, je vis dans un monde d'hommes. C'est comme ça que je me sens. Tous les gens avec qui je parle, c'est souvent des dirigeants d'entreprise, des fournisseurs. En général, c'est des hommes. Petit à petit, j'ai dû un peu fonctionner différemment parce que c'est niaiseux. Mais mettons que j'écrivais un courriel à un fournisseur, c'était comme « Allô, j'espère que ça va bien, petit emoji, blablabla. » Puis après, je me suis rendu compte à quel point je me tirais dans le pied parce que j'étais vue comme une fille qui va se laisser emporter un peu par ses sentiments, ses émotions. J'ai senti qu'il y avait un regard misogyne envers moi. Tu sais, c'est une fille, tu sais, whatever, c'est pas grave, je veux dire, c'est plate, hein? C'est pas à cause de toi, c'est à cause qu'on perçoit certaines choses comme négatives. Oui. Hey, des fois, là, moi, je travaille avec des hommes, puis des fois, là, je suis comme... Je les trouve émotifs, mais eux, jamais ils vont dire qu'ils sont émotifs. Puis moi, je me trouve vraiment rationnelle. Tu sais. Moi, je suis comme, tu sais, j'apporte des chiffres, des affaires de même. Puis eux sont comme, puis là, je suis comme, mais c'est quoi ton argument? Puis il est comme, ben, je peux pas te l'expliquer. Puis là, je suis comme, c'est ton ressenti. Oui, là, ça fait peur. Mais c'est ça, j'ai comme repris possession de, hey, je suis pas obligée d'être la personne passive, justement, puis la femme passive. Avant, je veux dire, juste appeler au téléphone, puis entre guillemets, comme chicaner quelqu'un qui a pas, qui livre pas, par exemple, on va dire on fait des jeux de discussion, par exemple, puis tu sais, qui livre pas dans les temps qu'on s'était entendu les jeux. Tu sais, je prenais le téléphone, j'étais comme, hey, ça fonctionne pas. Mais ça, cette confiance, ça m'a pris des années à bâtir. Puis au début, oublie ça, j'aurais jamais appelé quelqu'un pour faire valoir mes droits puis ce qu'on s'était entendu. Puis je sens sincèrement que ça fait peur, ce caractère-là que j'ai développé. Puis sens-tu que, justement, parce que tu es une fille, si tu es un petit peu plus confiante, directive, ça va être plus mal perçu que si t'étais un gars? Ben, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Mais après, tu sais, j'ai pas vécu l'autre côté. Mais j'ai adapté mon comportement parce que moi, les courriels de comme il y a des fleurs quand je signe mon nom, c'est terminé. Là. Je veux dire, moi, c'est comme, hey, c'est genre, tu me parles de cette façon-là, parfait, on va y aller comme ça. Puis je me rendais compte que la façon que je faisais ça, c'est que je voulais pas mal faire. Je voulais pas déranger. Toutes des traits associés justement à une femme passive qui veut pas, qui est là pour être belle puis sourire puis pas faire de vagues. Si, ça me fait réfléchir ton affaire d'emojis parce que moi, j'adore ça, mettre des emojis. Oui, mais moi, c'est quand je me suis rendu compte que la raison pourquoi je faisais ça, c'est que je me disais, OK, en ce moment, j'écris un courriel, je dérange. Fait que, un peu comme, hey, j'espère que tu vas bien. Hey, tu me pas. Les jeux, je les ai pas reçus. Qu'est-ce qui se passe? Passe une belle fin de... Tu sais, tout ça parce que je sentais que je dérangeais. Puis t'es moins prise au sérieux. Oui. Puis, ben, tu sais, moi, c'est ce que j'ai perçu dans le monde des grands puis dans le monde des adultes. Puis quand j'ai commencé à être un peu plus, entre guillemets, incarner des traits d'homme, j'ai senti que je me faisais plus prendre au sérieux. Mais il y a un autre côté qui était comme... elle est un peu bitch. C'est ça que j'ai senti. Ouais. T'as-tu entendu parler... merde, je me souviens plus de son nom. OK, c'est Elisabeth quelque chose elle a été condamnée, là, mais elle a parti d'une compagnie, puis c'était une compagnie frauduleuse, OK? Puis elle, avant, là, c'était une petite blonde avec une petite voix, puis tout ça. Puis là, ben, son affaire, ça vendait pas. Puis là, elle a commencé à se mettre des cols roulés noirs, s'attacher les cheveux, puis à baisser sa voix comme ça quand elle parle aux gens. Et là, elle a vendu pour des millions de son affaire, mais finalement, c'était... c'est plate parce que moi, là, quand je suis dans un moment comme ça, là, ça me prendrait mon téléphone pour aller chercher. Mais en tout cas, c'est un podcast, là, ça s'appelle Drop, je pense. En tout cas, c'est super bon, mais ça parle de ça. Mais finalement, c'était frauduleux, son affaire. Puis, tu sais, bon, ça s'en est pas servi for good. Ouais. Ça s'en est servi for evil. Ouais. Mais ça démontre que, oui, il y a une perception négative du féminin. Puis oui, ça se peut que dans tout ça, tu puisses vivre du double standard en tant que jeune, femme, jolie. Tu sais,
C'est ça. Fait que moi, c'est comme là-dedans que je navigue. Puis en même temps, il y a du monde qui dirait oui, mais parce que t'es belle aussi, t'as le beauty privilege. Fait qu'il y a encore des gens encore moins privilégiés. Fait que, tu sais, il y a toute une hiérarchie. Oui. Tu sais, dans l'estime de soi, la confiance, tu sais, d'être une femme blanche dans les standards de beauté, tu as déjà plus de chances que d'être une femme de n'importe quelle diversité. Donc, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, moi, là, j'aimerais ça, là, un jour, là, qu'il n'y en ait plus d'inégalité sociale. Ouais. Puis, tu sais, comment on peut participer à ça? On peut participer à chacun à notre façon. Moi, j'écris des livres. J'essaie de partager mes valeurs dans ce que j'écris. Toi, probablement que c'est un peu ça que tu fais en incarnant justement ces qualités-là, puis en essayant d'ouvrir des portes. Tu sais, on peut tous participer à ça, puis en essayant des affirmer aussi, des assumer nos privilèges, puis essayer d'offrir la chance à d'autres comme la chance que d'autres nous ont pas donnée ou nous ont donnée. Puis c'est pas facile parce que tout ça, faut en premier qu'on le réalise, puis d'avoir toujours eu pour moi des modèles où justement j'incarnais complètement le contraire. Je pense que c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps de comme transgresser de l'autre bord, de comme hey, je serais pas cette personne-là. Même encore, c'est quand même un parcours que je trouve difficile. Puis pour faire un parallèle aux relations, ça reste que c'est encore une facette que j'ai de la misère à prendre ma place. Moi, je suis un peu quelqu'un de rationnel, je me fais pas tant emporter par les émotions, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qu'on s'attend pas de moi quand je rentre en relation. Là, avec comme le succès de nos projets et tout, je sens aussi qu'il y a une espèce de malaise par rapport au fait que genre je suis une fille, que j'ai du succès, parce que l'homme aussi, comme on dit, peut souffrir de la pression de performance que la société lui demande d'atteindre. Donc, s'il n'atteint pas quelque chose, si on parle juste financièrement, par exemple, si on n'a pas le même salaire ou il y a un salaire plus bas, moi, il y a déjà des hommes qui m'ont dit que ça le rendait mal à l'aise, tu sais. Puis j'étais comme... C'est pas individuel le problème, c'est que toutes les représentations, depuis que tu es tout jeune, te disent de performer financièrement, d'être un pourvoyeur. Comment je peux t'en vouloir personnellement de sentir un malaise, mais je pense que la première étape, c'est de le réaliser puis de travailler là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est pas un problème, tu sais, individuel aux hommes, puis les hommes sont problème. C'est pas ça. Je veux dire, la socialisation, on est pour tellement, puis je pense que c'est par étapes, je veux dire, qu'on va réussir à essayer d'aller vers une égalité qui est encore loin, je trouve, parce que comme tu analyses dans ton essai, comment on peut changer un monde au complet quand ça fait des dizaines, des centaines d'années qu'on est dans le patriarcat puis qu'on en vit les conséquences, autant les hommes que les femmes. Oui, c'est ça. Puis c'est important de dire que les hommes la vivent, cette conséquence-là. Tu sais, imagine comment ça peut être souffrant pour un homme de penser qu'il ne sera pas à la hauteur d'une fille parce qu'il ne fait pas le même salaire. Puis moi, je l'ai vécu beaucoup dans mon dating, dans ma trentaine. Puis moi, ça me dérangeait pas. Moi, j'étais indépendante financièrement. J'avais pas besoin de quelqu'un. J'avais pas besoin que quelqu'un me prenne en charge et tout ça. Et oui, ça dérangeait. Puis au contraire, l'égalité, ça devrait être séduisant, mais on dirait qu'on a de la difficulté à voir ça comme séduisant parce que dans nos constructions, on est porté à être séduite par le Mr. Big, justement, puis lui, à aimer, tu sais. Donc, c'est comme si on perd un peu nos repères. Puis, tu sais, je pense que c'est trippant d'inventer nos repères à deux. Puis, tu sais, je pense que quelqu'un qui est ouvert à en discuter, tu sais, mettons que tu rencontres quelqu'un puis que la personne le gars, il est ouvert à discuter de son salaire et tout ça, puis de dire, je me sens mal à l'aise, puis que là, toi, tu peux dire, moi, tu sais, je suis à l'aise avec ça, tout ça, moi, j'aime ça, voici comment on peut. Moi, je t'admire pour telle raison. Tu sais, c'est important d'admirer l'autre, puis admirer l'autre, c'est pas nécessairement une question de salaire. Ben non. Puis, tu sais, souvent, je dis, tu sais, c'est vraiment un problème de couple hétérosexuel. Oui. Parce que, tu
sais, souvent, je dis aux gens, OK, mais quand t'es dans une date avec 2 filles, c'est qui paye? Tu sais, pourquoi dans les couples hétérosexuels, il faut absolument que ce soit le gars ou que ce soit pas quelque chose de, hey, on s'entend sur, tu sais, on va payer chacun notre affaire, puis on va aller dans quelque part où on peut aller les deux, tu sais, comme ça. Puis c'est vraiment une affaire de couple hétérosexuel que je trouve que les communautés LGBTQ+, ils ont réussi, eux, à déconstruire parce qu'ils sont pas là-dedans. Puis parce qu'ils sont partis de zéro aussi. Il n'y avait pas de modèle. Fait qu'ils ont pu créer leur propre modèle. Puis, veux pas, ça transgresse au-delà du genre. Donc, il n'y a plus l'espèce de comparaison de rôle de genre dans la communauté LGBT. Et moi, je pense que juste, si on fait un parallèle avec les relations sexuelles, les études démontrent que la communauté queer a des relations sexuelles super épanouissantes. Puis quand tu regardes un peu plus loin, tu te rends compte que c'est parce que c'est une communauté qui avait aucun modèle, qui ne savait pas, entre guillemets, comment ça fonctionne la sexualité, quelle étape on fait en premier. Donc, il y a tellement plus de liberté et d'épanouissement. Puis après, tu vas du côté des hétéros que les hétéros savent comment avoir de la sexualité. On va commencer, c'est pas un mot que j'aime, mais par les préliminaires. Ensuite, il va y avoir pénétration, il va y avoir orgasme de l'homme, merci, bonsoir. C'est tellement intéressant. Tout le modèle de la sexualité vanille qui nous a été représenté, nous a été, veut pas, imposé parce que c'est la façon dont c'était, entre guillemets, normal d'avoir de la sexualité. Donc, quand tu regardes de l'autre côté, puis tu te rends compte, OK, mais c'est eux qui ont compris, là. C'est eux qui sont partis de zéro, c'est eux qui ont compris, qui ont fait leurs propres règles aussi à travers ça. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ça. Tu sais, moi, mettons dans mon couple, là, on a décidé de faire chambre à part. Puis c'est vraiment, là, il a fallu qu'on se déconstruise, OK? Mais on est vraiment amoureux, moi puis moi. Je suis tout le temps obligée de dire, on est vraiment amoureux, on n'est pas séparés, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Moi, je suis insomniaque, lui, il est somnambule. T'as rendu compte comment notre sommeil n'était pas compatible? On dormait pas. Ne pas dormir, ça faisait que on était plus irritable, mettons, tu sais. Puis là, tu sais, on se couche pas à même heure. Mon chum, il aime ça jouer à des jeux vidéo tard le soir. Moi, je me réveille. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'affaires, tu sais, qui fonctionnaient pas. Mais on dort, tu sais, pendant qu'on est couché, là, on dort, tu sais. On n'est pas ensemble, tu sais. Fait que pourquoi pas? Puis ça nous a aidé. Mais on a tellement... Des fois, on est gêné d'en parler. Je reçois souvent des DM du genre « Je veux inclure des jouets dans ma vie sexuelle avec mon partenaire, mais je sais pas comment. » Et j'ai sélectionné un jouet qui est ma découverte de la semaine qui, je crois, va vous plaire beaucoup. Dans le fond, c'est un aide à la fellation ou un masturbateur. Honnêtement, c'est un peu des deux. Si vous allez au visuel, vous allez voir. C'est un jouet en silicone très mou, très extensible, des deux sens. Tu comprends? Et tu l'installes sur le pénis et c'est... En fait, là, pour l'avoir essayé, ça aide à... On dirait que c'est moins fatigant pour la bouche, pour les mains, pour tout. Ça glisse bien si tu utilises du lubrifiant, par contre, sans le silicone, donc lubrifiant à base d'eau, bien important. Donc, ça intensifie ta relation sexuelle. Ça ajoute aussi des sensations. Tu peux l'utiliser comme un masturbateur ou comme un, entre guillemets, pour aider à la fellation, à utiliser avec du lubrifiant à base d'eau. Et ça permet aussi de c'est quoi le mot? Ça permet diversifier les expériences sexuelles, les pratiques sexuelles. À un moment donné, je trouve qu'on rentre tout le temps dans une routine, on fait les étapes A à C et la relation sexuelle est finie. Donc, d'inclure des jouets de cette façon-là, de le proposer à son partenaire, « Ah, j'aimerais ça essayer tel ou tel jouet », que ce soit nous qui reçoit ou nous qui donne, je trouve que c'est un bon jouet pour commencer. Donc, aussi, c'est full, il est en bas de 30 $, là, c'est super accessible. Il est disponible sur le site de séduction.ca et vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Parce que là, les gens nous regardent un peu comme... tu sens qu'il faut que tu t'expliques. Là. Oui, c'est ça. Associé à ton couple ne va pas bien. Exactement. Puis là, on se dit, mais pourquoi, tu sais, nous, on s'invente pas justement notre couple, notre romance, notre... Puis tu sais, il y a des couples, tu sais, que je connais qui veulent pas habiter ensemble. Puis je suis comme, good for you, tu sais, whatever works. Oui, tellement. Je pense qu'on a tellement des
barrières. Puis justement, surtout dans les couples hétérosexuels, on a tellement un modèle qu'il faut respecter, là, s'acheter une maison, avoir tel genre de sexualité, avoir des enfants, tout ça. Puis c'est tellement dur quand tu ne fites pas dans le modèle, puis quand tu n'es pas bien dans ce modèle-là. Puis quand tu n'es pas bien dans ce modèle-là, bien, souvent, ce que ça va faire, c'est que tu vas pas être une bonne personne en couple, puis ça peut créer des... Puis je sens qu'on se perd aussi parce qu'on sait plus ce qu'on aime, ce qu'on est, ce qu'on veut. Puis pour revenir sur ton chambre-rapport, moi, dans une de mes relations, mon sommeil avec lui, c'était impossible. Fait que j'ai acheté un Lee-King, puis on faisait la barrière de rayon entre les deux. Fait que c'est presque un chambre-rapport. Mais je suis pareil comme toi, quand j'en parlais à des gens, j'étais comme « Oh non, mais ça va bien, tu sais, ça n'a pas rapport. » Mais je sentais que je devais justifier parce que c'était associé à quelque chose de négatif pour une relation. Ouais. Fait que de réinventer les codes, ce qui fait peur, c'est justement ce côté-là que tu sors de la norme. Ouais. Sortir de la norme dans une relation, dans la sexualité, ça peut... Tu sais, ça fait un petit quelque chose parce que justement, tu as toutes les représentations normatives. Donc, tu dis, c'est de même qu'il faut que j'aime, c'est de même qu'il faut que j'aie de la sexualité. Donc, sortir du cadre, moi, au début, j'étais comme, oh, tu sais, on n'en parlera pas qu'on fait ça, tu sais, qu'on fait notre barrière d'oreiller, qu'on dort chacun de notre bord parce que j'ai pas envie que les gens nous perçoivent comme un couple dysfonctionnel. Ouais, ça n'a pas de bon sens, là. Alors que, tu sais, c'est drôle parce que mon chum, au début, quand j'y parlais, tu sais, dans les débuts de notre relation, là, moi, ça faisait 10 ans que j'étais célibataire. Puis je disais, tu sais, peut-être que éventuellement, moi, tu sais, je sais pas si je pourrais dormir à tous les soirs avec quelqu'un. Ça fait 10 ans que je dors tout seul. Ouais. Puis là, il était là, il n'y en est pas question. Ah ouais! On sera pas ce couple-là. Puis, tu sais, il était vraiment là, parce que lui, il est très, très, très romantique, puis très lover et tout. Puis éventuellement, puis tu sais, là, maintenant, là, tu sais, des fois, il est là, hey, moi, je retournerai jamais en arrière parce qu'il trippe, parce que justement, il joue à ses jeux vidéo, alors il se couche à l'heure qu'il veut, il regarde ses affaires, il a pas peur de me réveiller. Fait que c'est comme si, tu sais, on n'avait jamais de conflit. Nos seuls conflits concernait le moment où on dort. Genre, tu parles, si j'ai peur de te réveiller, tu prends trop de couvertes, nanana. Ouais. Ça n'a pas rapport. C'est un moment qu'on n'est pas ensemble. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça le fun qu'on puisse... On est dans une époque où on peut réinventer les modèles, les façons de faire. Il y a tellement de possibilités maintenant. J'aime beaucoup, tu sais, qu'il y a la possibilité de la non-monogamie éthique. Tu sais, avant, en tout cas, moi, dans mon temps de dating, c'était tout le temps non éthique. Ouais. Mais là, si c'est une entente, tu sais, quand c'est imposé à l'autre, là, moi, je trouve que ça rentre dans la toxicité. Mais tu sais, quand c'est éthique, quand c'est sincère, quand c'est transparent, je trouve ça le fun qu'il y ait cette possibilité-là. Tu sais, je trouve ça tellement plus ouvert. Je trouve qu'il y a tellement plus de possibilités. Donc, je trouve que c'est le fun qu'il y ait plusieurs modèles, mais les modèles arrivent un peu par la société en ce moment. Je trouve que la fiction nous ramène souvent dans le... Oui, puis de se rendre compte qu'on consomme encore plus, justement, de virtuels, de séries, de films, c'est rien pour aider la situation. Puis, pour revenir aux relations malsaines, je trouve que, comme tu dis un peu dans ton livre, on en voit tellement des relations malsaines à la télé, dans les séries, que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me rendais même plus compte de ce qui était sain. Puis c'est là que viennent toutes les questions de qu'est-ce qui est sain. On a beaucoup associé aussi, tu sais, dernièrement, dans les dernières années, relations toxiques. Puis là, ça s'est utilisé à toutes les sauces, les relations toxiques, puis tout. Fait que, tu sais, tout s'est comme perdu à travers ça. Puis on peut voir maintenant des gens qui sont en relation, par exemple... On a perdu un bout de micro. En relation malsaine, puis que la personne n'est même pas au courant. Puis je trouve que dans ton essai, ce que tu fais, c'est que tu nommes les signaux d'alarme que pendant des années, on s'est fait aveugler par « Ah non, mais ça, c'est de la romance, ça, c'est de l'amour, ça, c'est comment on doit être en relation. » C'est parce que dans les fictions, là, la relation, souvent, ce qu'on va voir, là, c'est, premièrement, ça commence par un conflit. La plupart du temps, là, ça va être un conflit. Les deux personnages sont en chicane. Ouais. Là, après, ils sont obligés d'être ensemble pour une situation où ils se recroisent ou tout ça. Donc là, il va y avoir quelque chose qui se développe. Ouais.
Ou encore, il va avoir une relation, mais ça va être horrible, ça va être des conflits, tout ça. Puis là, à un moment donné, il va avoir séparation. Puis là, à un moment donné, il va avoir retour avec un grand discours, beau discours. Puis là, on voit pas le après, qui est sûrement comme le pendant qu'on a vu dans le film, qui est horrible. Puis ça fait que nous, on root pour les personnages, tu sais, on veut qu'ils soient ensemble. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je veux plus qu'ils soient ensemble. Tu sais, souvent, là, moi, je suis comme... Souvent, t'as comme le meilleur ami à côté qui est super fin, puis tout ça, puis que lui, il nous est présenté comme pas intéressant. Ouais. Pas intéressant, lui, c'est juste bon pour être un ami. Puis c'est correct aussi, des fois, l'amitié gars-fille, ça se peut. Ouais. Mais moi, je te parle de ce qu'on voit le plus souvent. T'as le gars flamboyant, dominant, qui est pas fin. Puis lui est intéressant. Puis là, t'as le gars gentil, tu sais, qui est plus simple et tout ça, que lui, c'est juste bon pour être un meilleur ami. Il n'y a aucune attirance possible. Puis, finalement, tu sais, on apprend que c'est ça, l'amour, c'est les flamèches, c'est les difficultés. Puis moi, je dis tout le temps, c'est quelque chose qui aide les scénaristes. Mais après ça, le modèle qui est envoyé, qui est transmis, c'est que finalement, l'amour doit donner des flamèches. Puis il y a cette fameuse croyance que ça prend des papillons. Puis les papillons, c'est... Tu sais, moi, souvent, je dis souvent que les papillons, dans le fond, c'est de l'anxiété, tu sais. Puis on confond l'anxiété avec, tu sais, l'attirance ou l'amour que quelqu'un nous suscite. Alors que, est-ce que ça devrait pas être un petit peu plus doux, tu sais, plus le fun? Moi, là, avant, là, ce que je voulais de l'amour, là, c'était ces grandes émotions-là qui faisaient... Puis, tu sais, maintenant, là, tu sais, moi, là, mon chum, là, c'est quelqu'un, là, on est comme... samedi, là, on joue nous autres, on joue à des jeux de société, puis là, on a hâte à jouer à notre jeu de société, puis je me disais, j'aurais tellement voulu vouloir ça, tu sais, mais je savais pas que je voulais ça. Aussi. Ouais, je savais pas que je voulais ça, parce que je pensais que ça prenait du tiraillement, là. Ah oui, des moments grandioses. Puis finalement, tu sais, c'est plus les petits moments, finalement, au bout du compte, qui me rendent heureuse. Mais je ne le savais pas, je l'ai appris J'ai appris avec un avion en plein vol. J'ai appris à faire voler l'avion en plein vol parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment compris ou appris comment être dans une relation amoureuse. Je savais pas c'était quoi. Puis je pense pas que... Tu sais, je pense qu'on apprend beaucoup par les modèles parce que je pense pas que tu nais puis tu sais ça va être quoi nécessairement l'amour. Tu sais. Mais je vais juste replacer ton truc parce que il y a des velcro en dessous. On voit les velcro puis je sais pas si ça l'est. Il est beau ton collier. Oh, merci. Fait que t'apprenais par modèle. C'est ça que là, je mêlais, mais en tout cas, on peut poursuivre. Oui. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que t'as été dans des relations pendant de longues années où justement il y avait ces espèces de montagnes russes. Puis pour tout le monde, j'ai l'impression que les montagnes russes ont tellement été associées à de l'amour, de la passion amoureuse, puis que c'est normal. Puis on compare avec une relation plus saine. Puis au final, quand tu regardes ça, mais c'est une relation qui est beaucoup plus stable, plus simple. Souvent qu'il n'y a pas ces montagnes russes-là. Puis moi, ce que je réalise, c'est que les montagnes russes, ce qui arrive, c'est que justement, t'es dans une relation malsaine. Puis il y a tellement de bas que la simple banalité de « Hey, on s'est pas chicané cette journée-là », c'est grandiose. Pour avoir été dans une relation de ce type-là, c'était « Hey, on a réussi à passer une soirée sans se pogner, sans se chicaner, sans s'insulter. Wow, c'est donc bien une belle soirée. » Fait qu'on est comme tellement teinté par le bare minimum est devenu extraordinaire dans une relation de montagne russe. C'est triste. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Puis on est... Après, comment s'en vouloir en tant qu'individu, en tant que fille, en tant que gars, quand c'est ça qui t'est représenté comme ça devrait être ça, les représentations de l'amour? Oui, puis dans mon livre, là, je parle d'un gars qui a écrit un blog parce que, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment important, tu sais, dans le féminisme, tu sais, moi, je trouve que les hommes sont super importants dans le féminisme. Puis de comprendre leur point de vue, puis qu'eux aussi, ils ont des modèles, puis que c'est ensemble qu'on peut réussir à avancer. Puis, dans mon livre, je parle d'un auteur qui a écrit un blog, puis c'était 7 ans avant le mouvement de MeToo, puis il explique que, dans le fond, lui, là, le consentement, c'était un peu mêlant pour lui.
parce que tous ces héros, là, Indiana Jones, James Bond, tout ça, ben ils forçaient des filles à les embrasser, puis quand il forçait les filles à les embrasser, ben là, les filles, ils flanchent, puis là, ils tombent en amour avec lui. Et lui, il disait, tu sais, je me sentais mal parce que moi, je n'étais pas capable de forcer des filles à embrasser, puis j'avais honte de ça. Je pensais que je n'étais pas un vrai homme. Puis c'est triste parce que dans le fond, lui, ses modèles, il se disait, ils font ça, je devrais faire ça aussi, mais je suis pas capable. Puis est-ce que c'est lui qui est dans le tort? Non. Tu sais, parce que c'est au contraire. Tu sais, ça veut dire que il était pas capable de faire ça parce que ça se fait pas. Ouais. Puis ça veut pas dire nécessairement que parce que tu vois quelque chose à la télé, tu vas reproduire. Mais à force que ce soit répété, tu te dis, si j'embrasse la fille, peut-être un peu de force, mais peut-être qu'elle va triper sur moi, tu sais. Ça peut arriver. Ouais. Puis, je pense que des fois, tu sais, j'ai autant d'empathie pour les filles que, tu sais, qu'on a cette conception-là que, tu sais, du Mr. Big et du Prince Charmant et tout ça, que j'ai autant d'empathie pour les gars qui pensent qu'ils doivent incarner 100%, ce stéréotype-là, dans le fond. Les rôles de genre, c'est pour tout le monde, là, que tu te rends compte à quel point t'es emprisonné là-dedans, là. Fait que c'est pour ça que tu sais, de nommer que justement le patriarcat affecte les hommes autant que les femmes, je pense que le problème reste que le patriarcat va quand même privilégier les hommes aux femmes. Fait que je veux dire, moi, quand un homme prend parole ou juste dans une discussion avec des amis, il va remettre un de ses amis à sa place, je suis comme, hey, c'est ça qu'on a besoin parce que nous, ça fait des années qu'on vous dit qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Puis en tant que femme, on le vit puis on le sait, tu sais, mais je veux dire, le changement va se faire quand les hommes vont commencer à agir, puis ce qu'on voit tellement pas beaucoup, puis c'est tellement banalisé. Puis pour revenir à de forcer d'embrasser une fille, par exemple, ça a été tellement... Les violences sexuelles ont été banalisées. Avec le MeToo, ça a un peu changé, mais je veux dire, taper les fesses d'une fille, forcer à embrasser, tout ça a tellement été banalisé que tu vois ça, tu peux pas te dire « Ah, c'est une violence sexuelle ». Comment tu vas associer à une violence sexuelle quand c'est un geste romantique pendant des années? Exactement. Puis même des fois amical. Moi, ça m'est déjà arrivé là, de donner des tapes ses fesses. Ouais. Puis après ça, au MeToo, je me suis excusée à du monde à qui je l'avais faite. Mais tu sais, c'était comme... Pour moi, c'est comme un geste banal, amical. Oui. Ça n'a pas rapport. Ouais. Après ça, je réfléchis à ça. Je suis comme, mon Dieu, ça n'a tellement pas rapport. Mais tu sais, je veux dire, on a tout... Tu sais, pourquoi on voit ça? C'est comme tu vois une tape dans la main, tu vas taper dans la main. Tu sais, c'est comme des gestes que tu enregistres comme... que tu t'en rends pas. Hey, je vis une relation toxique avec mon micro. Non, je sais pas pourquoi il veut pas... Mais c'est ça. Donc, tu sais, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est important de réfléchir aux modèles, aux représentations. Je trouve que c'est important. Tu sais, moi, là, je suis une artiste. Tu sais, j'écris des choses. Je trouve ça important de réfléchir à ce qu'on fait puis de pas rester campé dans... Ah, c'est plate qu'on puisse plus faire ça. On peut tout faire. Il n'y a pas de choses que... Tu sais, des fois, il y a des artistes, je les entends parler, puis là, ils disent « Oh, on pourrait plus écrire ça aujourd'hui. » Il y a encore... Oui, tu peux encore, parce qu'il y a encore plein de choses misogynes qui s'écrivent. Il y a encore plein de choses racistes, puis tout ça, puis c'est vraiment dommage. Mais je trouve ça important qu'on puisse les dénoncer. Je trouve ça important qu'on puisse critiquer ça, puis essayer d'évoluer. Tu sais, je trouve ça plate, moi, qu'il existe encore des jokes sexistes, des jokes racistes, des jokes homophobes. Moi, j'aimerais ça qu'il n'y en ait plus. Après, tu peux pas obliger le monde, mais on peut s'en parler. Absolument. Se parler de... Puis, tu sais, souvent aussi... Moi, je commence de plus en plus à écouter des discours là, de gens qui disent « Ah, on cherche pas à faire la morale. » Moi, là, quand les gens disent ça sur leur affaire, on cherche pas à faire la morale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme si on dirait quand des choses dans une œuvre sont un petit peu plus modernes ou plus progressives, c'est considéré comme faire la morale parce que c'est pas comme dans ce qu'on fait depuis 50 ans. Alors que quand tu représentes tout le temps la même chose, t'es pas un peu en train de faire la morale sur... C'est juste... Mais tu contribues au problème, là. Ouais. C'est ça. Tu contribues, dans le fond, à quelque chose qui est tout le temps représenté de la même façon. Donc, moi, je me méfie un peu de cette affaire-là où on rit de tout le monde égal. Pas sûr.
est-ce que tout le monde est égaux? Si tout le monde était égaux, on pourrait rire de tout le monde égal. Mais quand tu ris d'une fille, est-ce que ça a le même impact que quand tu ris d'un gars? Tu sais, mettons, là, une joke qui est vraiment beaucoup faite sur les hommes blancs qui ont une Mercedes et un Golden Retriever. OK? Ça a quoi comme impact dans sa vie, tu sais, à ce monsieur-là? Genre, ben oui, hein, les hommes blancs avec leur Mercedes. Ouais. En tout cas. Les actes de pression qui doivent tellement être réalisés, puis d'avoir fait un bac en sexo, d'avoir eu la chance d'avoir un cours seulement sur les actes de pression, tu te rends compte à quel point, dès que tu vis pas une oppression, tu la balayes des yeux. Par exemple, si on parle du capacitisme, ben là, on va rentrer dans une salle, il va y avoir des chaises d'une telle façon, avec, par exemple, des bras. Jamais si t'es pas, par exemple, une personne grosse, on va dire le capacitiste ou peu importe, quelqu'un en chaise roulante, tu te rends pas compte de toute la complexité de tout n'est pas adapté. Mais en tant que quelqu'un, par exemple, qui a pas de peu importe quoi, là, mais tu sais, mettons qu'on prend l'exemple justement des chaises, une personne grosse va être comme, ben je rentrais pas dans la chaise, là. Tu sais, fait que je veux dire, tout ça, des micro-agressions à tous les jours, puis en tant que personne qui vit pas, par exemple, ce type d'axe d'oppression-là, on s'en rend pas compte. Fait que je pense que tout ça participe au problème. Comment on veut apporter du changement quand on réalise pas, puis c'est là que les axes d'oppression fonctionnent un peu en œillère. Ceux que tu vis toi-même, par exemple, moi, je vis ceux d'être une femme. OK, je vais me réaliser un peu tout le sexisme qu'il y a, mais je vais être moins portée à voir le racisme, le capacitisme, la grossophobie parce que j'y vis pas. Fait que l'homme, quand on parle de justement l'homme hétérosexuel blanc, il vit aucun axe de pression. Donc, c'est dur. Il y a comme un manque d'empathie déjà à la base et l'espèce de sentiment de j'ai des œillères, moi, tout va bien, mon monde est parfait. Ben oui, le monde est construit pour toi. Oui, puis des fois, là, c'est difficile quand on parle avec des amis gars. Tu sais, mettons, des amis gars qui n'ont pas le succès. Tu sais, mettons là, que tu dis, les hommes, le monde est construit pour eux, puis, tu sais, ils ont plus de chance. Mais un homme, là, qui n'a pas nécessairement reçu la chance qu'on est en train de lui dire qu'il a reçu, il va dire, ben il est où, moi, mon boys club? Succès, il est où, moi, le succès que je suis supposée d'avoir? Fait que c'est encore plus dur pour lui parce qu'on y parle d'un système, puis lui, il a l'impression que le système, finalement, ne l'a pas avantagé. Donc, c'est encore plus difficile. Il y a un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec, puis un sentiment que on est en train de parler de chimère parce que lui non plus, la chance n'a pas été pour lui. C'est là que j'ai beaucoup d'empathie aussi parce que je me dis, bon, lui, comprend pas parce que lui, dans le fond, le système l'a pas nécessairement avantagé, mais il y a des avantages sur tellement d'autres affaires, qu'on le prenne au sérieux, qu'on l'écoute plus, des choses comme ça. Puis des fois, c'est difficile de voir comme tu dis, les oppressions des autres parce que dans le fond, justement, quand nous-mêmes, on vit des difficultés, puis là, ben c'est là qu'il faut essayer de pas penser individuellement, mais de penser comme tu sais, de voir plus les chiffres, de voir plus, de penser le monde plus comme un système que comme quelque chose qui est supposé de t'avantager ou de te désavantager individuellement. C'est ça qui est difficile des fois, d'amener la réflexion un peu plus vaste. Absolument. Puis pour revenir justement aux relations malsaines, j'ai envie qu'on aide les gens à repérer les signaux dans les relations parce que, comme on dit depuis le début de l'épisode, c'est dur de les repérer quand ils ont été banalisés ou valorisés, des signaux d'une relation malsaine. Puis dans ton essai, t'en nommes plusieurs. Puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on va y passer après, mais c'est toute la manipulation aussi qui peut être valorisée ou vue comme de l'amour. Les premiers signaux d'alarme que tu nommes, c'est les insultes. Puis moi, ce que je trouve... ce que j'ai trouvé difficile avec cela, c'est que je me rappelais une relation malsaine que j'ai eue quand les deux participent à s'insulter, par exemple. Il y a comme une banalisation, comme si... OK, parce que toi, tu me traites de conne, puis moi, je te traite de con, puis de pas capable. C'est comme si on vient à... C'est difficile à voir parce que qui est la victime dans l'histoire, au final? Tu sais, quand les deux ont ce type de trait-là, c'est-tu quelque chose qui, tu penses, qui aveugle un peu les signaux d'une relation malsaine quand les deux pourraient incarner... Moi, je pense qu'il faut
il faut distinguer des comportements malsains dans une relation saine et une relation malsaine. Une relation malsaine, là, ça va être une relation où il y a un déséquilibre, où il y a quelqu'un qui domine l'autre et l'autre doit se soumettre à la volonté. Il y a du contrôle, il y a de la jalousie, il y a des back and forth, il y a des insultes, il y a de la manipulation, tout ça, et l'autre personne doit se soumettre. Et parfois, il y a de la violence réactionnelle, c'est-à-dire la personne va réagir et se mettre à essayer d'agir sur le même registre. OK? Après, il y a des relations saines dans lesquelles il peut y avoir des comportements malsains. Puis, des comportements malsains, ça peut être des insultes, tout ça. Ça peut être momentané. Puis des fois, à un moment donné, les gens vont s'en parler, puis il va y avoir comme une résolution. Tu sais, si, mettons, les deux, vous vous insultez, puis ça fait partie... Les insultes, c'est de la violence. OK? Mais si les deux se traitent de cons, puis qu'ils sont à l'aise dans se traiter de cons... tu sais, que ça fait partie de leur relation, puis qu'il n'y a personne qui en souffre, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une réalisation. Hey, quand tu me traites de con, finalement, j'aime pas bien ça. Tu sais. Ben, moi, tu sais, comme moi, j'ai des amis, des fois, que je traite de con. Puis à un moment donné, quand j'ai rencontré mon chum, à un moment donné, j'y ai dit comme en blague, ah, t'es con, nan, nan. Puis il a dit, ah, moi, j'aime pas ça. Puis ah, mon Dieu, OK, excusez. Tu sais, comme j'ai. Après, j'ai plus jamais traité de con, mais j'ai réalisé, ouais, on se met pas fin. Tu comprends? Fait que c'est pas, tu sais, mettons, s'insulter dans une relation saine alors que les deux sont pas nécessaires. Ils n'ont pas nécessairement réfléchi à ça, puis que pour eux, ça peut être des jokes. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut distinguer, parce que oui, il peut y avoir des... Je suis tannée! Je sens pas de bon sens, il faut faire, je laisse ça à côté. Mais c'est ça, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut distinguer une relation qui est malsaine, puis qui a de la violence, puis qui a de la souffrance, une souffrance répétée, des petites souffrances répétées, à des comportements qui peuvent être malsains ou pas idéaux, tout ça, mais à travers une relation que c'est pas la relation qui te fait souffrir. Après, quand, mettons, là, il y a des insultes, là, si une des deux personnes dit qui est plus à l'aise, puis que l'autre personne continue, là, ça, c'est malsain. Mais si une personne dit « Hey, je suis plus à l'aise avec le fait qu'on se parle comme ça », puis que l'autre personne dit « Ah, t'as raison, tu sais, ouais, bon, regarde, on va améliorer ça. Ben, ça, il n'y a pas de problème. Quelqu'un nomme sa détresse, puis il y a des... Exactement. Sinon, évidemment, il y a l'illégalité. Tu donnais des exemples de toujours aller à la visite de l'autre personne, s'adapter à son horaire, ne pas fréquenter ses amis, que tu peux pas être toi-même, décrire une relation inégalitaire. Je pense qu'il y en a beaucoup de ce type de configuration-là, surtout dans les couples hétéros, comme un peu je disais tantôt. On a perçu l'homme comme quelqu'un qui doit guider, prendre en charge. Donc, j'ai l'impression que même avant d'être en relation, on arrive avec cette présomption-là, en tant que femme, par exemple, qu'on va être pris en charge. Donc, on arrive, à prime abord, j'ai l'impression, avec un déséquilibre qu'on va devoir travailler pour rééquilibrer. Ça, c'est vrai. Puis même, là, si t'es la personne qui écrit au gars, tu vas passer pour intense, gossante, tâche. Dépendante affective. Oui. Tandis que, tu sais, le gars, ben... Si, mettons, là, il écrit trop, puis tout ça, il peut passer pour un stalker, là, il existe ça aussi. Mais quand même, quand la fille est intéressée par le gars, elle est quand même contente de recevoir des textos, puis tout ça. Mais on va quand même beaucoup accepter des comportements comme, tu sais, que ça prenne du temps avant de répondre, que finalement, le gars, ce soit un peu lui qui décide quand est-ce qu'on se voit. Puis là, à chaque fois que je dis ça, les gens disent « Oui, mais le contraire est toujours... » Oui, le contraire est toujours vrai. Okay? Il y a des fois que c'est des filles qui... Tu sais, l'inégalité, là, tu sais, mettons, peut être pas sur nécessairement les mêmes affaires. Mais là, on parle de la norme, OK? Fait que oui, le contraire peut être aussi vrai, là. N'écrivez pas en commentaire, le genre, le contraire est aussi vrai. Oui, ça se peut, OK? Mais, tu sais,
dans la plupart des cas, il va avoir quand même, ça va quand même souvent être le gars qui va décider de la direction, de la fréquence et de la relation. Si vous êtes souvent sur la route au travail, hors de la maison, et vous voulez apporter votre tisane, votre thé avec vous, votre breuvage, je vous conseille d'utiliser un de ces 2 modèles de Camellia. On a, premièrement, la bouteille format voyage qui est en verre transparent et ça permet de voir toute ton infusion, la couleur. Ça, je trouve ça bien le fun. Et il y a inclus, évidemment, un filtre à l'intérieur. Donc, c'est sûr que tu vas réussir ton thé, ta tisane, la bonne quantité à chaque fois, ce qui est vraiment cool. Sinon, il y a un autre modèle qui s'appelle le modèle Atlas. En passant, si vous n'êtes pas visuel, il faut aller voir, là, je vous les présente, qui est cette magnifique bouteille. Celle-là n'est pas transparente. Évidemment, il y a encore aussi le filtre à l'intérieur pour ton thé, ta tisane. Peu importe, il y a l'espèce de bec là, qui fait en sorte que tu ne vas pas en renverser partout. Ça, c'est très important parce que si tu mets ta tisane dans ta sacoche, ça ne tente pas que ça tombe partout. Donc, je trouve ça vraiment parfait, comme je disais, pour apporter au travail, boire sur la route. Dans les 2, il y a un infuseur qui permet justement de laisser l'infusion s'infuser pendant qu'elle est dans ce thermos. Et c'est 2 modèles qui permettent de garder aussi la température, que ça soit chaud ou que ça soit froid. Donc, voilà, je vous dis d'aller faire un tour sur le site de Camellia pour les découvrir. Et vous pouvez utiliser le code promo APEROSEXO15. Puis, ça peut exister aussi dans des couples non hétéros, qu'il y a une inégalité qui s'installe, que quelqu'un va dicter la fréquence, tout ça. Tu sais, il faut sentir qu'on a le droit, nous aussi, de décider, c'est quand on va en être, de décider, d'avoir envie de voir la personne, puis qu'on a le droit d'avoir envie de voir la personne, puis que la personne, elle nous dit oui, puis que ça peut être dans les 2 sens. Puis si on se rend compte que, tu sais, moi, ça m'est arrivé d'être dans les 2 cas. Tu sais, mettons, là, dans une relation où j'étais peut-être un peu moins intéressée que le gars, finalement, ben, tu sais, je me suis rendu compte que c'était bien le fun, finalement, que ça soit moi qui choisisse quand que je le vois, que ça soit moi qui décide, que je dise non tout le temps quand lui... Puis quand je me suis rendu compte que j'étais ça, que c'était pas égalitaire, j'ai eu la conversation avec lui, je me suis rendu compte que on n'était pas à la même place, puis j'ai mis un terme parce que je me rendais compte que j'abusais dans un sens de lui. Puis je pense qu'il faut être capable de se faire une auto-évaluation. Puis oui, ça peut être bien le fun que quelqu'un tripe sur nous puis veut tout le temps être là quand on en a besoin et tout ça. Mais après, nous, si on n'est pas capable de donner la même chose, ben on crée un déséquilibre. Puis il faut être capable de se faire une auto-évaluation. Moi, je sais que ça m'a tellement fait souffrir d'être dans la situation inverse que j'avais pas envie de faire souffrir quelqu'un. Puis je pense que quand on est capable d'être honnête avec soi-même, de se dire « Hey, moi, là, j'ai pas envie d'être une personne qui fait souffrir l'autre. J'ai pas le même intérêt. » Et même si la personne veut rester, même... Souvent, là, tu vas dire à la personne, tu sais, j'ai pas le même intérêt, puis tout ça. Puis la personne, elle va dire, ben, ça me dérange pas. Mais ça la dérange tout le temps. Tu sais, c'est juste que la personne n'est pas capable elle-même. Parce que quand t'aimes quelqu'un, tu veux pas nécessairement mettre un terme. Tellement. Moi, ce qui m'a aidé à comme être capable de voir puis de faire mon auto-évaluation, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que je sens que si la relation se termine, ça serait mon choix ou au contraire, ça serait le choix de l'autre. Tu sais, quand tu te rends compte que tu as le gros bout du bâton ou au contraire, l'autre a le gros bout du bâton, c'est là que tu te rends compte qu'il y a une inégalité au fondement. Puis comme tu dis, c'est pas parce que tu faisais ça que tu es une mauvaise personne. Tu sais, je veux dire, des fois, il y a comme des traits qui s'installent, il y a une dynamique qui s'installe. Puis je pense que le problème est quand on se rend compte de ça, de continuer ou de poursuivre la relation pour pas soulever justement ce problème-là. Puis, tu sais, dans ton cas où justement, tu étais dans une relation inégalitaire, il y avait quand même quelqu'un qui tripait sur toi, puis tu as été bonne d'être comme, hey, non, je me rends compte qu'il y a un déséquilibre, voici pourquoi. Puis ça pourrait être, tu sais, là, j'ai mis un terme parce que je savais que la personne, finalement, je m'intéresserais jamais plus que ça. Mais ça m'est arrivé des fois aussi de donner des chances parce que je me disais, OK, mon besoin en ce moment, c'est de prendre un step back, de juste prendre plus mon temps. Si la personne est capable d'accepter, parce qu'il y a des personnes qui sont pas capables d'accepter, tu sais, si la personne n'est pas capable d'accepter que j'ai besoin d'un step back, ben c'est pas bon non plus, tu sais.
Mais si la personne est capable d'accepter, ben là, OK, ben moi, j'ai le goût d'aller voir plus loin, mais c'est juste la fréquence que tu me demandes est pas bonne pour moi. Mais si je suis sincère là-dedans que j'ai envie de connaître plus, mais si je suis sincère que ça ira jamais plus loin, j'aurai jamais... Tu sais, je pense pas que Moi, je pense que c'est important de donner des chances à des relations parce que justement, on est tellement dans des modèles que comment tu veux, c'est à inventer quand tu essayes de sortir un peu des modèles. Donc, je pense que c'est important de donner des chances, mais je pense que des fois, tu le sais, puis tu sais que tu es en train d'abuser de quelqu'un, puis je pense qu'il faut être sincère dans ce temps-là, envers soi-même puis envers l'autre pour pas faire souffrir les autres. Mais c'est une maturité parce qu'au final... Quand tu as cette position-là, entre guillemets, tu as le contrôle, tu sais, je veux dire, tu contrôles quelque chose, la personne est comme littéralement à tes pieds. Fait que c'est difficile d'être comme, je renonce à tout ce contrôle-là, parce qu'au final, tu sais, quand tu es dans cette position-là, c'est une position qui est confortable, dans le sens que tu es comme, hey, si la relation se termine, c'est moi qui vais la faire terminer, si j'ai envie de voir cette personne-là à tel ou tel moment. Moi, ce que j'ai réalisé aussi, un autre trait de ça, c'est... on aime quelqu'un, quand on est comme ça, on aime quelqu'un de façon très égoïste. Puis l'amour égoïste, c'est pas une façon d'aimer, parce que quand tu te rends compte qu'au final, tu respectes pas vraiment la personne, tu lui laisses pas la liberté d'être qui elle est, tu lui laisses pas la liberté d'avoir une relation égalitaire, tu l'aimes pour les moments où la personne peut remplir tes besoins, et ça s'arrête là. Puis c'est là que l'amour égoïste, pour moi, ça a été comme une réalisation de... Moi, j'ai déjà aimé égoïstement, puis je me suis déjà fait aimer égoïstement. Puis c'est quand tu te poses cette question-là que tu te rends compte que tu es dans une relation où il y a un pattern malsain, une dynamique malsaine qui s'est installée. Puis c'est dommage, mais c'est vraiment difficile à renverser. Je trouve, une fois que c'est comme instauré, c'est difficile parce que t'es la personne, entre guillemets, gagnante de la situation. Fait que comment retrouver un équilibre, surtout quand ça fait des mois ou des années que cette dynamique-là, c'est pas facile, là. C'est pour ça que ça prend une responsabilisation. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que dans mon livre, tu sais, je parle quand même des inégalités de genre parce que je pense que c'est présent. Je pense qu'on est toutes, tu sais, on fait toute partie de cette société-là. Puis qu'est-ce que ça a comme impact, tu sais, d'être souvent dans une relation inégalitaire? Ouais. Dans une relation sexuelle inégalitaire avec un homme, ça fait que des fois, nous autres aussi, on va vouloir avoir ce que eux y ont, tu sais. Fait que j'ai tendance à me pardonner d'avoir, tu sais, comme peut-être avoir apprécié, justement, comme tu dis, ce contrôle-là, tout ça. Ouais. Mais, tu sais, justement, moi, j'ai pas envie de participer à ça. J'ai plus envie de participer à essayer de valoriser des relations égalitaires. Puis, oui, sur le coup, ça peut être intéressant émotivement. Des fois, on a besoin de se réparer de toutes sortes de façons. Mais je pense que ce qui va être le plus réparateur pour le monde entier, tu sais, c'est d'essayer de viser ça, de viser des égalités, mais c'est à apprendre parce que c'est inconfortable. 100%, c'est inconfortable parce qu'on n'a pas on les a pas vraiment, ces modèles-là. Non. Puis l'inconfort est réel. Là. Moi, je me suis rendu compte que j'avais répété ce pattern-là de vouloir le contrôle par ma relation de 8 ans qui s'est terminée du jour au lendemain où lui, il me laissait justement, puis ça a été comme une grosse surprise. Puis je me suis dit, plus jamais, je vais pas être capable de voir les signes ou de voir qu'on n'était pas du tout sur le même pied d'égalité si du jour au lendemain, tu me laissais. Fait que quand je suis retournée en relation post à ça, c'était comme une façon pour moi presque instinctive de « Ma belle, tu vas te protéger, tu vas t'assurer que, entre guillemets, la personne tripe plus sur toi que toi, tu tripes sur elle, puis tu vas te protéger, puis ton cœur, il sera pas brisé, c'est toi qui vas briser son cœur si il y a cœur à briser. » Fait que c'était comme, pas que je suis une mauvaise personne, c'était comme un mécanisme de défense qui s'est comme instinctivement mis en moi et ça me
ça fait en sorte que justement, cette position-là était tellement confortable par la souffrance que j'avais vécue de l'autre relation. Fait que c'était pas, hey, je vais être une mauvaise personne, je vais abuser de toi, je veux. Tu sais, c'est pas. L'humain n'est pas nécessairement méchant, tu sais, c'est pas parce qu'on fait des comportements comme ça. L'humain est tellement complexe, là. Ben, c'est pour ça que c'est important pour moi de différencier, tu sais, une relation toxique à des comportements toxiques ou malsains, tout ça, à l'intérieur d'une relation. Puis quand on s'en rend compte, puis qu'on on décide de se responsabiliser par rapport à ça ou d'évoluer, ou ben là, tu sais, dans le fond, on est tous en évolution, là. Tu sais, on n'est pas parfait, puis là, non, on est dans une conversation, dans un dialogue. On essaye, tout le monde, d'essayer de voir en ce moment, voir c'est quoi qu'on pourrait améliorer. Puis, tu sais, je pense que c'est ça l'important plutôt que d'essayer d'être parfait. Tu sais, on est tout imparfait, puis en relation, on est tout imparfait. Tu sais, moi, là, quand je veux prôner les relations saines, des relations saines, c'est pas des relations sans conflit. Tu sais, le conflit, ça existe. Le conflit, même, c'est sain parce que ça nous permet d'évoluer. Dans un conflit, des fois, il y a des choses qui peuvent se dire qui sont vraiment pas correctes, qui sont irrespectueuses. Mais après ça, si la résolution est respectueuse, c'est correct. Après, ce qui est pas correct, c'est des comportements comme, tu sais, par exemple, tu sais, puis c'est ça qui est difficile, mais tu sais, c'est ça, comme le contrôle, tu sais, menacer, bouder, tu sais, s'en aller, puis, tu sais, des fois, là, tu te chicanes avec quelqu'un, des fois, tu as besoin d'un moment, tu sais. Puis, si tu veux pas faire du silent treatment, c'est une punition que tu infliges à l'autre, de ton silence. Mais si tu veux pas faire ça, tu peux dire, hey, on peut-tu prendre 5 minutes? J'ai besoin d'aller gérer mes émotions, j'ai besoin de réfléchir. Comme ça, la personne, assez t'en es où? Tu sais, assez t'en es où? T'es pas comme en train de claquer la porte puis de t'en aller. Puis des fois, c'est dur dans un conflit, là. Des fois, c'est dur parce que t'as le goût de claquer la porte. T'as le goût de... Mais il faut que tu sois capable de dire à l'autre, hey, j'ai besoin d'aller gérer mes émotions. Tu sais, si on a quelque chose à apprendre, là, mais le silent treatment, sinon, ben, c'est considéré comme une violence, tu sais, parce que l'autre, après ça, doit se soumettre pour retrouver le dialogue. Oui. Puis après, rentre tout le cercle vicieux où quand la personne réagit de cette façon-là, puis te manipule de cette façon-là, la prochaine chicane, tu vas vouloir donner raison à l'autre personne pour pas revivre aussi le boudage, et etc. Fait qu'il y a tellement de complexité là-dedans. Puis c'est pour ça que les relations malsaines, des fois, tu sens que t'es pris dans un cercle vicieux aussi. Fait que, comme tu dis, il y a vraiment quelque chose où il y a une personne qui se soumet au désir de l'autre pour éviter les violences, même s'il va continuer à en avoir aussi. Puis je veux qu'on passe un peu les formes de manipulation que tu as répertoriées, parce que moi, j'en ai beaucoup appris, là. Je veux dire, il y a des affaires qui... Ben, quand même, tu sais, love bombing, ça va. Tu sais, si on résume le love bombing, tu dis dans ton essai que quelqu'un qui dit que t'es la personne que j'attendais depuis toujours après 3 dates. Tu sais, quelqu'un que vraiment tu deviens son monde. Envoie plein de textos, des cadeaux, des compliments, tout ça. Ça peut être vraiment overwhelming, là, parce que tu reçois plein d'affaires. Puis là, après ça, d'un coup, ça peut arrêter. D'un coup. Puis là, tu comprends pas. Puis souvent, ça peut arrêter quand toi-même, tu commences à adopter ces comportements-là. Tu sais, comme tu dis, ben j'ai de l'espace là, pour être intense. Là, la personne, elle peut reculer ou elle peut reculer sans raison, que tu comprends pas. Puis là, t'as culpabilisé un peu. Parce que c'est pas normal. Je veux dire, dans n'importe quelle relation, c'est pas normal que t'aies rendu le seul aspect important de la vie de l'autre personne. Là. Je veux dire, ça fonctionnera pas, là, puis c'est pas viable non plus. Là. Fait que justement, le love bombing, c'est beaucoup ça. C'est la grosse décharge d'amour, puis après, c'est comme, ben non, c'est pas viable cette affaire-là. Puis l'autre personne, justement, se retire, puis d'un coup, t'avais tout, puis t'as rien, parce que c'est impossible de devenir le monde de l'autre personne en très peu de temps. Là. La psychologue que j'ai rencontrée, elle disait de faire attention quand même à ces termes-là, parce que des fois, ça arrive que tu rencontres du monde intense qui sont très complimenteux, puis tout ça, puis ils vont pas chercher à te manipuler avec ça. Fait que, tu sais, il faut juste rester alerte sur comment ça te fait sentir. Parce que 100%, si, admettons, là, quelqu'un love bomb, OK?
puis que tu dis, c'est toujours dans l'interaction avec l'autre. Puis la personne, là, elle peut être sincèrement... Moi, ça m'arrive des fois de love bomber des amis, là. Tu sais, tu rencontres une amitié, puis c'est comme tellement... C'est un coup de foudre, là. Puis là, après ça s'estompe, là, tu sais, puis tu deviens des amis normales, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, mon Dieu, on est-tu en train de se faire du love bombing? Bon. Mais si tu dis à la personne... Tu sais, mettons, en dating, c'est différent parce que là, tu sais, tu rencontres quelqu'un, c'est plus délicat. Des fois, c'est une relation, tout ça. Si tu dis à l'autre personne, hey, ça va un peu trop vite pour moi. Est-ce que ça... Tu sais, j'adore ça, là. Tu me fais des beaux compliments, des beaux cadeaux, mais ça va peut-être un peu trop vite pour moi. Est-ce que ça dérangerait juste, tu sais, qu'on prenne ça un petit peu plus mollo? Si la personne se fâche, te culpabilise, t'as fait du silent treatment, ben là, red flag. Mais si la personne a dit, ah, excuse-moi, je me sens emballée, puis tu sais, oui, pas de problème, tu sais, ben là, c'est deux comportements qui vont t'en dire beaucoup sur quelqu'un. Si la personne dit, ben oui, hey, je me sens emballée, tout ça, ben peut-être que la personne, c'est juste quelqu'un d'enthousiaste, tout ça. Fait que c'est pas le love bombing comme tel qui est nécessairement le problème, comme comment ça te fait sentir, puis comment ça va se traduire dans le temps, puis comment que la personne elle va réagir si tu lui dis que tu as besoin d'un petit peu plus de temps. Si on passe à l'autre forme, le gaslighting, comment tu le décrirais? Je trouve que c'est un terme qu'on a réalisé qu'il existait beaucoup dans les relations, là, mais qui n'est pas toujours facile à comprendre, puis surtout à voir comme signe, je trouve, dans une relation. C'est drôle parce qu'il y a plein de séries maintenant qui font la joke de le gaslighting. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. Tu sais, le gaslighting, là, c'est dans le fond, là, c'est de te faire croire à une réalité alternative. Fait que, puis ça peut être bien simple. Hein. Ça peut être genre... tu sais, mettons que mon ami t'a vu avec une autre fille. Mettons, t'es pas dans un couple ouvert, puis tout ça. C'est une crise de folle, franchement. Elle essaye de te manipuler. Puis là, il va inventer une réalité parallèle pour se sauver, lui, d'une situation. Puis là, elle va être en méfiance avec son ami. Ou si mettons, tu dis genre tu m'avais dit qu'on irait au cinéma ce soir, puis là ben j'ai pas eu de tes nouvelles. J'ai jamais dit ça. T'as inventé ça. Là t'envoies des captures d'écran. Ben on s'est mal compris après ça. Là, t'es toute confuse dans ta tête parce que là, t'es comme, mais voyons, j'ai on vit pas sans même réalité, là. C'est ça. La personne te fait douter beaucoup aussi. La personne te fait douter de ta réalité. Fait que là, je te donne des petits exemples, tu sais. Mais c'est quand, là, la personne, elle t'amène à douter de tes réalités, que tu dis quelque chose, puis là, tu te fais dire que tu paranoïes, que tu inventes des choses. Tu te fais dire que c'est toi qui inventes des choses, mais alors que c'est l'autre qui invente des choses. L'autre invente des choses pour se protéger, par défensive, puis ça te rend confuse, puis ça te rend insécure, puis ça joue sur l'estime de soi parce que tu as tout le temps l'impression finalement que tout ce que tu dis est pas sur la même réalité. Donc, c'est vrai que c'est un terme qui est un peu galvaudé puis pas nécessairement tout le temps utilisé pour la bonne affaire, mais disons que c'est quand l'autre t'amène à douter de ta réalité. Il y a des termes aussi que j'ai appris. La triangulation, que tu t'expliques que c'est quand il y a une tierce personne extérieure à la relation qui est utilisée pour créer du conflit ou de la rivalité. Moi, ça m'a fait penser à quand j'étais dans une relation malsaine, j'utilisais un peu ma meilleure amie pour... J'étais comme, j'en ai parlé à mon ami ou j'en ai parlé à mon groupe d'amis, puis comme, on trouve qu'ensemble, ça n'a pas de bon sens, telle affaire, que j'arrivais avec comme, hey, tout le monde est derrière moi, fait que c'est toi le problème, par exemple. Là. Fait que, tu sais, d'utiliser les gens de son entourage pour essayer de prouver son point puis avoir raison. Moi, j'ai l'impression que c'est ça que je faisais. Ouais, ça, c'est une forme de manipulation. En même temps, pourquoi tu faisais ça? Si tu te faisais tout le temps
invalidé. Peut-être que tu avais besoin. Tu sais, on le fait pas tout le temps pour les mêmes raisons. Absolument. Peut-être que tu avais besoin de gens parce que tu te faisais invalider. Si c'est juste pour dominer l'autre, là, c'est un comportement qu'on pourrait dire que c'est de la manipulation. Mais si c'était parce que tu t'étais tout le temps invalidé, bien là, des fois, ça va... Mais la triangulation, ça va être... Oui, tu sais, mettons, tu vas dire... mettons, tu veux que mettons, moi, ça arrivé là, dans des gars de mon entourage, là, ils voulaient, tu sais, ils amenaient leur ex, là, tu sais, c'était comme, moi, mon ex, c'était comme ça. Fait que là, l'autre, elle se sentait un peu comme, il faudrait que je fasse ça, plus ça, moi aussi. Je suis pas adéquate, là. Puis là, il amenait son ex, tu sais, comme il partageait des choses avec son ex. Il y a juste elle qui peut comprendre ça, puis tout ça. Donc, ça fait sentir l'autre pas adéquate, pas assez importante. OK, oui, je pas comprends. assez, mais il était plus avec cette fille-là. Mais c'est comme si, quand il était plus en relation, il mettait l'autre sur un piédestal, puis là, il arrêtait pas de comparer. Fait que là, puis ça crée... Je te dis, là, ce gars-là, une relation après l'autre, c'est toujours ça qui arrive. Il y a tout le temps l'ex qui est comme magnifié, puis la nouvelle, elle se sent tout le temps pas à la hauteur, pas adéquate, ça crée des conflits. Puis ce que ça donne à la personne, c'est d'être tout le temps au bout du triangle. Parce que lui, il est la personne désirée, admirée. C'est tout le temps une façon de se remonter. Donc, ça, c'est très malsain, la triangulation. Je comprends mieux. Dernier thème avant de passer aux confessions sexues, mais évidemment que tu les expliques toutes puis tu donnes des exemples dans ton essai qu'on va mettre évidemment en description. Allons-y pour le negging. Une personne qui fait des commentaires légèrement insultants ou critiques déguisés en compliments. C'est quoi la différence entre ça versus plus des insultes? Ben, mettons des insultes, ça va être clair, là. Ouais. Tu sais, comme tu disais tantôt, là, t'es ci, t'es ça. OK, ouais. Le negging, ça va être peut-être, tu sais, mettons... j'en donne un exemple dans mon livre. Tu sais, comme, tu chantes bien, mais t'es comme la version Wish de Ariana Grande, tu sais. Un faux compliment, là. Ouais, c'est comme, il est fin, il m'a dit que je chantais bien. La version Wish de Ariana. Un peu dégradant en même temps, tu sais. Ouais, ça va être un compliment, mais qui va être suivi par quelque chose de dégradant, tu sais. Comme, OK, je comprends. Elle est belle ta robe, un peu courte, là, surtout que t'as pas nécessairement des si longues jambes, tu sais, comme... Fait que là, t'es comme, OK, est belle ma robe ou finalement mes jambes? Tu sais, comme... Ouais, je comprends. Ça te rend confus un peu. Ouais. Tu sais, un moment donné, je vais te donner un exemple, OK? Il y a un monsieur dans un salon du livre, il vient me voir, puis il me dit... Hey, j'ai toujours pensé que tu étais niaiseuse, mais je t'ai entendu à la radio l'autre jour, puis t'es pas si niaiseuse que ça. Alain. OK? Il a essayé de te dire que t'es intelligente, mais de cette façon-là, tu sais. Ben, ça rend confus. Ben oui. Tu sais, t'es comme... C'est un compliment qui rend confus. Puis souvent, ce genre de compliment-là... Ouais. Puis ça, là, je te dis, une fois que tu le sais, tu le remarques, OK? Souvent, ce que ça nous fait faire, c'est qu'on va être porté à se défendre. Tu sais, on va être porté à, tu sais, si mettons, tu sais, mettons quelqu'un qui dit, il est beau ton jumpsuit, mais cette couleur-là, c'est pas super à la mode cette année. Mais moi, je l'aime, tu sais, je l'ai mis parce que telle affaire, c'est tel designer, je l'aime tellement, nanana. Fait que là, tu vas être porté à vouloir, tu sais, comme te remonter, mais tu te sens c'est parce que tu te sens un peu... Ben, tu te sens dégradé, là. Tu te sens dégradé. Fait que là, souvent, tu vas être porté à vouloir, tu sais, comme te remonter aux yeux de l'autre. Puis là, ben, la personne, elle a réussi parce que, dans le fond, elle a comme créé un lien. Puis là, ben, toi, tu veux un peu, pas lui plaire, mais un peu, tu sais, tu veux te remonter à ses yeux. Donc, puis ça crée la conversation. Puis là, ça crée une espèce de dynamique où est-ce que, en tout cas, tu sais, c'est ça. Non, mais ça, je pense que ça fait du sens. Puis est-ce que ça rentre dans la catégorie de t'es bonne pour une fille, mettons? Hey, t'es bonne au soccer pour une fille, tu sais? Ouais, peut-être. Je sens que c'est comme aussi une façon d'être comme, hey, bravo, t'es bonne au soccer, mais comme
pour une fille, tu sais, qui est comme un peu misogyne en même temps, tu sais. c'est ça. Ça, c'est vraiment misogyne. Ouais. Ben oui, parce que t'es comme... Je suis bonne au soccer, tu sais. Ouais. C'est comme, il y a comme une confusion qui crée. Ben, c'est que dans ta tête, tu te dis, ben, tu viens d'être diminuée et tu viens d'être réduite Ouais, à ton genre. ouais. Puis là, tu viens d'être mis dans cette catégorie que tu n'es pas égal à lui ou à un homme. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça. Puis des fois, on le fait sans même s'en rendre compte. Là. Ouais. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde. Là. Mais des fois, d'en prendre conscience de ce que ça peut avoir comme impact. Puis encore là, tu sais, mettons que tu dis à quelqu'un, tu sais, des fois, là, hey, on peut pas tout là, faire attention à tout ce qu'on dit. Là. Ouais. Mais quelqu'un, tu sais, mettons quelqu'un dit, ah, t'es bonne pour une fille, là, tu peux dire, ben, moi, tu sais, je sais pas, si tu dis, ah, ça. Ouais. Mais J'aime pas trop ça si la personne a dit, hey, je me sens tellement niaise, j'aurais jamais dû dire ça. Tu vois que c'est une bonne personne. Oui, c'est absolument. Tu sais, c'est tout le temps dans l'interaction, je trouve que il faut voir la que tu vois l'intention un peu de la personne. Exactement. Parce que si la personne te répond bon, une autre féminazie. Là, non. C'est ça, là. Coupez la conversation. Exact. Fait on renomme le titre de ton essai qui est À s'en arracher le cœur, une réflexion sur les filles, l'amour et la fiction, qui est disponible dès maintenant. Moi, j'en ai beaucoup appris, puis ça me fait du bien, justement. C'est comme il y a tellement de choses de théorique que j'avais appris au bac, mais la société a comme avancé aussi, je trouve, puis ça a comme dénoté des nouveaux traits, puis j'aime la façon dont tu l'apportes, où il y a comme les traits que tu finis par nommer à la fin, en commençant par le livre du début, évidemment, t'es comme, OK, ça sort pas de nulle part, tu sais, tout ça, puis il y a comme toutes les références auxquelles tu fais que on se rend compte qu'on a banalisé tellement de traits de violence par les représentations, puis je trouve que ça permet aussi une empathie envers soi-même de, hey, tu sais, j'ai fait tel ou tel comportement, je viens de réaliser que c'était problématique, mais on m'a socialisé dans une société qui a justement banalisé la violence. Je trouve que ça permet justement un espèce d'empathie envers soi-même. Puis je pense que le problème, c'est si tu n'agis pas après t'être rendu compte de ce que tu as fait comme oui, tu sais, le but, c'est pas de culpabiliser les gens. Tu sais, c'est d'essayer d'avoir une réflexion sur, OK, bien, comment on apprend les choses? Puis, tu sais, est-ce qu'on peut espérer mieux. Mais merci de dire ça sur mon livre. Que, comme je te dis, tu es la première personne qui lit hors de mon cercle. Puis je suis comme, c'est bien beau ça. Puis tu sais, je te confirme aussi que je sais que tu l'as fait un peu pour les ados, mais comme moi, je veux dire, j'ai 25 ans. Comme je te dis, j'ai appris des choses. Même avoir un bac en sexo en poche, j'en ai appris beaucoup. Ça m'a permis une belle réflexion aussi. Tu sais, je pense que c'est un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Tu sais, moi, je sens que ma mère pourrait être comme, telle affaire, ça nous fait réfléchir. Je suis vraiment contente que tu me dises ça parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu. Puis à un moment donné, là, tu sais, j'essayais tellement, là, tu sais, comme au début, là, j'essayais là, d'en écrire tout petit parce que j'étais comme, tu sais, je veux le faire pour les ados, je veux qu'ils comprennent. Puis à un moment donné, je me suis juste laissée aller puis j'étais comme, je veux pas niveler par le bas. Oui, ça va être, tu sais, je veux m'adresser au problème qui est la violence conjugale chez les ados, mais ça concerne tout le monde. Puis je pense que n'importe qui pourrait bénéficier de lire ce livre-là, de lire ces réflexions-là. Je l'ai faite simple, mais je l'ai pas faite simpliste. Fait que je pense que ça s'adresse à tout le monde. C'est exactement ça. Je trouve que c'est un livre qui est accessible, où tu vas en apprendre tout en sentant pas que, justement, t'es complètement à côté de la traque. J'ai l'impression que c'est vulgarisé d'une façon où il y avait... Tu sais, la théorie a été comme bien intégrée. Donc, ça permet que monsieur, madame plus âgés qui veulent quelque chose de plus théorique, il est là, autant que quelque chose de plus mis en contexte est là aussi. Fait que je sens que c'est accessible pour tout le monde. Moi, j'ai l'impression que n'importe qui est en relation a des questions à se poser sur sa relation, que tu sois en relation saine, malsaine. Je trouve que ça permet une belle réflexion sur sa relation amoureuse. Mais merci. On passerait aux confessions sexues. Les confessions sexues, présentées par Séduction. T'en avais-tu une pour nous aujourd'hui? Une découverte? N'importe quoi? Tu m'avais dit que ça pouvait être un livre. Absolument. Je recommande Le principe du cum shot de Lily Boisvert. Oui. Que ça, vraiment, elle aussi, elle se questionne sur les représentations dans les médias, dans la fiction, de la sexualité. Puis justement, comment hommes, femmes, apprenons
la sexualité. Puis on en a parlé un petit peu pendant qu'on discutait tantôt. Ouais. Puis moi, là, j'ai appris tellement d'affaires. Puis elle a une super belle plume, Lily Boisvert. C'est justement, là, c'est très bien vulgarisé. Le titre, il est drôle. J'ai entendu ça souvent. Je vais le mettre en description. Mais merci pour cette recommandation lecture. Moi, en cours d'épisode, je me suis rendu compte que quand on parlait du silence treatment, moi, c'est quelque chose que je me rendais compte qu'en relation, je faisais beaucoup. Mais pas pour comme manipuler, c'est parce que j'étais pas capable de gérer mes émotions sur le moment. Puis là, j'ai vu mon psy, puis j'étais comme, ça va pas, tu sais. Puis j'ai réalisé que mon silence treatment, ce que je faisais, c'est que justement, j'étais en argument ou en chicane, je quittais. Et au lieu de quitter avec une espèce de « Hey, by the way, je reviens dans 5 minutes, il faut que je gère mes émotions », il y avait un côté de manipulation, de comme « Hey, je prends le gros bout du bâton, la chicane va se régler quand moi j'en ai envie, par exemple. Puis j'ai réalisé que on me disait beaucoup, non, mais tu sais, tu peux partir d'un argument, puis c'est correct de prendre le temps. Fait que là, j'étais tout mêlée là-dedans. Puis là, c'est là que mon psy me fait rendre compte que quand je quittais, je quittais de façon passive juste pour build up ma colère. Puis là, il m'a fait faire un exercice que j'avais jamais entendu. Il me dit comme, lève-toi, quand tu quittes une pièce, comment tu pars? Puis là, je me suis levée, puis je me suis rendu compte que je fermais beaucoup mes épaules. Puis il me dit, cette posture-là, c'est une posture fermée qui fait en sorte justement que t'es pas dans l'ouverture à l'autre, mais tu cultives ta colère puis tes émotions. Puis là, il me dit, on va faire l'exercice où tu fais juste ouvrir tes épaules quand tu quittes une pièce, parce que t'as le droit de quitter, mais en disant à l'autre personne, je reviens, laisse-moi du temps pour gérer mes émotions. Parce que moi, je suis quelqu'un qui peut réagir beaucoup sur l'émotion, puis j'ai besoin d'un temps. Mais j'ai réalisé que je pouvais prendre ce temps-là de façon active et réfléchie et pas juste pour build up ma colère. Puis par un seul mouvement de ouvrir tes épaules, le non-verbal, on est pour beaucoup dans ces situations-là aussi. Là, juste si t'es en chicane avec quelqu'un et t'es full fermé, on peut te percevoir comme quelqu'un justement de fermé qui veut pas avancer. Puis je me suis rendu compte que juste cette ouverture-là m'a apporté une espèce de légèreté de comme... ça va bien aller. Il me dit, tu respires mieux, tu es dans une position beaucoup plus d'ouverture. Donc maintenant, je me permets ce moment de retrait-là, mais pas pour build up ma colère, pas pour build up mes sentiments négatifs envers l'autre personne, mais pour prendre un moment pour ma gestion d'émotions et revenir après de façon plus reposée. Puisque je me rendais compte que mon silence treatment, quand je partais, je revenais pire que quand je suis partie la première fois. Puis j'étais comme, ça marche pas. Comment je réussis pas à utiliser ce temps de retrait-là de façon positive. Puis un truc tellement niaiseux. Quand il me l'expliquait, ça j'étais comme, ah oui, t'as tellement raison. Mais c'est quelque chose que j'y repense vraiment. Tu sais, quand je quitte un conflit, je suis comme, ouvre tes épaules, respire, ça va bien aller. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Quelqu'un qui, pour moi, mes émotions m'emportent, on dirait tout d'un coup. Puis là, c'est là que mes mots dépassent mes pensées. Mais je trouve ça vraiment beau ce que tu dis parce que moi, je pense que tout le monde peut faire ce travail-là de justement, quand on apprend les comportements, tout le monde peut tellement justement réfléchir à tu sais, comment améliorer ça. Puis justement, comme tu dis, là, toi, c'est ouvrir les épaules puis juste dire à l'autre personne, j'ai besoin d'aller gérer tout ça. Parce que c'est sain de s'en aller. Parce que si tu t'en vas pas à ce moment-là, si ta colère est trop forte, bien, c'est là que tu peux avoir des comportements violent, ben oui, mais 100%. Là. Mais si tu es capable de te retirer et de dire j'ai besoin d'un moment, là après, il faut que l'autre te laisse avoir ce moment-là. Mais si tu dis j'ai besoin d'un petit moment pour gérer ça, justement, ça va être plus constructif. C'est super beau, je trouve. Puis tu sais, c'est ça, de laisser un moment. Puis moi, j'ai envie de dire que si tu te rends compte que c'est quelque chose dans ta relation que tu as besoin, mais d'en parler dans un moment où ça va bien, là, tu sais, hey, je remarque en conflit, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller gérer, mais tu sais, de le nommer avant, comme ça, quand il y a la situation de conflit, c'est pas une insulte, c'est quelque chose que vous avez parlé. Moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais comme, OK, c'est ça, il faut que j'en parle à un moment où on n'est pas en conflit pour pas que ma réaction soit perçue négativement non plus. Parce que je sentais pas que ça venait d'une mauvaise place, mais j'arrivais vraiment pas à discerner pourquoi, quand je quittais, j'arrivais pas à me réguler, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé, là, je suis sortie de la rencontre, j'étais comme, oh mon Dieu. Je réalisais pourquoi, quand je quittais, j'arrivais pas à être dans l'ouverture puis me laisser gérer mes émotions. C'était un build-up, tu sais, il était comme t'as un feu en toi, tu quittes puis tu fais juste le nourrir. Oui, c'est ça. Fait que ça m'a full aidé. Merci tellement. Je pense que j'espère qu'on va avoir aidé des gens à... Pour moi, c'est important de faire cet épisode-là parce que, comme on disait, il y a tellement de représentations de relations malsaines qui est valorisée, surtout banalisée, disons, que
je veux offrir une façon aux gens de s'éduquer différemment par rapport à ça parce que, comme on dit un peu avec ton essai, n'importe qui dans ma tête est concerné parce que tout le monde est en relation. Tout le monde est en relation, puis personne n'est à l'abri d'avoir un comportement violent. Mais non. C'est pas une question de gars, filles, mais on apprend à être en relation des fois de façon... On apprend les relations inégalitaires. Puis, tu sais, si on allait chercher tout un petit peu plus d'égalité, puis de respect, puis de valoriser des relations qui sont moins pleines de flamèches, peut-être que ça pourrait aller mieux. Oui, j'espère. Donc, merci beaucoup. Puis, pour auditeurs, auditrices, on se voit la semaine prochaine. Bye! Je tiens à remercier toutes les personnes qui rendent ce beau projet possible, notamment nos 2 partenaires officiels, Séduction, envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître. Chez Séduction, on t'écoute, on te guide, on t'équipe. Le plaisir commence ici. Camellia Sinensis, une référence locale pour découvrir et apprécier le thé. On a aussi Gabriel Boutin qui a pris la photo de la saison 4. On a Fred Tagvorian qui a fait notre musique, le studio SF qui nous reçoit chaque semaine et Small Medium Large qui ont fait tout le design intérieur de notre studio. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour les prochains épisodes. Bisous!